Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va bien entendu parler du processeur, le i5 12400. Je vous en ai parlé un peu dans tous les sens, du i3, du i5, le 12100, le 12400, des CPU de dingue, etc. Le meilleur pour le gaming, etc. etc. Vous m'avez encore dit, ouais Geekfio, il est pas trop tard pour sortir le test. Alors trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, et puis me dire quel CPU toi tu possèdes en commentaire, et si ça t'intéresserait d'upgrader à la fin de cette vidéo, parce que vous allez voir, il est assez dingue, et au niveau des performances, c'est assez oufissime, vous allez vite le comprendre. Bon les potes, maintenant l'heure est grave, parce que vous avez vu que j'ai mis énormément de temps à vous ressortir ce test de CPU. Je crois que le dernier test de CPU qu'on a fait sur la chaîne, il doit dater de février, un truc comme ça, ensuite on avait sorti la RAM, etc. Enfin tout ce qu'on avait prévu sur la chaîne au fur et à mesure. Et puis il est arrivé le moment du changement du setup. Alors je sais, ce n'est pas une excuse, mais au final ce CPU, j'avais fini de le tester en fin février, début mars, et il me manquait peut-être un ou deux trucs en overclocking. On va juste parler overclocking vite fait à la fin de la vidéo, sans plus en parler que ça, et vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'il y aura aussi une vidéo dédiée là-dessus, enfin. Bien entendu, si vous souhaitez cette vidéo, alors mettez le petit hashtag overclocking, et puis je saurai, cette vidéo, vous en avez envie. Bon, maintenant que j'ai fait un peu mon storytelling et que j'ai essayé de trouver une excuse pour vous dire j'ai pas eu le temps de le tester et de vous le sortir plus tôt, bien entendu je sais que ça ne marchera pas et que là je vais avoir un gros joueur de flûte parce que Diamware il sait très bien que j'aurais très bien pu le sortir plus tôt. Nous allons pouvoir parler de ce i5 12400. Alors avant, on va vite faire replacer un peu, parce que vous voyez que d'un côté j'ai le 5600X d'AMD, là on a le 12400, on a deux plateformes plus ou moins équivalentes. Alors ça c'est la carte mère de test, vous allez voir qu'elle est quand même un peu plus chère que les cartes mères maintenant qui se font. À l'époque, quand j'avais parlé du 12900K, les B660 venaient seulement de sortir, on avait encore des prix assez hauts sur ces B660, quand je dis haut, les moins chères, elles tapaient 140, 150 euros. Maintenant on arrive à en retrouver des gens en dessous de 100 balles, donc et là on est vraiment sur du très entrée de gamme. Et pour trouver des cartes mères maintenant qui sont ok sans forcément taper dans l'ultra entrée de gamme, on va dire, je sais pas, une DS3H de GB par exemple, maintenant on a des Gaming X qui sont au même prix qu'à la sortie des DS3H. Donc on a un réel intérêt maintenant de upgrader vers un 12400 avec une B660. Et ça aussi, on va y revenir dans la vidéo un peu plus tard. Maintenant on va peut-être un peu replacer les générations et les CPU, puisque ici on a le 5600X, là on a le 12400. Qu'est-ce qui va réellement différencier ces CPU hormis le constructeur? Parce que ouais, c'est bien, là on a AMD, là on a Intel, maintenant je vous connais, vous allez me dire Geekfio, de toute façon, Intel, maintenant toi tu es sponsor Intel, blablabla. Non. Non, je ne suis toujours pas sponsor, la preuve, aujourd'hui j'ai mis un très beau t-shirt Horizon Zero Dawn pour vous présenter ce CPU, puisque apparemment d'après certains, quand on est sponsorisé on met des t-shirts, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais pourquoi pas? La différence au niveau de ces CPU, c'est déjà pas au niveau des cœurs. Puisque à ma droite, on a un 6 cœurs 12 threads, à ma gauche, on a un 6 cœurs 12 threads. Et même au niveau des fréquences de ces deux CPU, on n'a pas de grande différence, puisque là, on a 6 cœurs 12 threads cadencé à 4,4 GHz, et là, on a un 6 cœurs 12 threads cadencé à 4,6 GHz en boost. Et vous allez me dire, alors là, Geekfio, tu commences déjà à nous parler complètement chinois. Mais au final, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les i5 ou les Ryzen 5, les R5, souvent, c'est les CPU qu'on va aller taper pour du gaming. Au quid du prix de cette génération-là? Parce que oui, le 5600X, depuis 2 ans, avec les B550 qui sont sortis, c'était le best-seller dans le principe du CPU pour le gaming pour tous. Ça fait tout tourner, vous pouvez taper de la 3080, de la 3090, même de la 6900 XT. Il n'y a jamais eu de problème avec, parce que le CPU, il est ultra performant, puis en gaming, ça suffit amplement. Avoir 6 cœurs 12 threads, il n'y a pas besoin de vous faire de dessin. Mais bon, on n'avait pas vraiment de concurrent à ce CPU pendant 2 ans du côté de chez Intel. Alors, vous allez me dire, oui mais Jig, on a eu le 10400F, on a eu le 11400F, qui était aussi un très bon CPU, on a eu le 11600K, le 10600K, etc., etc., mais il n'avait pas la performance et le prix de ce CPU. Faut replacer qu'un 11600K qui venait concurrencer finalement le 5600X, on le payait plus dans les 250 à 300 euros. Ensuite, quand la 12e génération est arrivée, je vous ai présenté le 12600K. Le 12600K qui, je vous ai dit, écrase toute la concurrence jusqu'au i9 de la génération précédente, soit 10900K, 11900K, 5800X. Le 5900X en gaming, il explose.
Donc vous avez vite compris que au final en termes de performance, ben le 12600K c'était du solide quoi. Mais on n'avait pas vraiment de CPU en dessous de ce 12600K en termes de prix. Le voilà, le 12400 est arrivé, même si aux premiers abords on en a eu plusieurs. Hein. On a eu le 12400, le 12500 et le 12600. Faire très attention avec le 12600 qui n'est pas un 12600K parce que le 12600 il a 6 cœurs 12 threads et le 12600K il a 10 cœurs 16 threads, donc il faut faire attention, hein, faut pas se louper. Mais au final entre un 12400, un 12500, un 12600, il y a très peu de choses qui diffèrent. La chose finalement qui diffère le plus entre ces trois CPU, bah finalement c'est juste la fréquence de base de ce CPU. J'ai pas besoin de vous dire que entre ces trois CPU, c'est comme si on m'en touchait une sans m'en faire bouger l'autre. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et ben de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Ben c'est le prix. Alors j'ai vu des fois des 12500 qui sont un petit peu moins chers que ceux de 12400, ensuite va arriver le 12400F, où vous allez me dire, mais GeekFio, quelle est la différence? Alors qu'on vous bassine avec ça depuis des années, la différence entre un 12400 et un 12400F, c'est la partie APU graphique. Si vous prenez ce 12400 et que vous n'avez pas de carte graphique, vous pourrez brancher votre sortie à votre carte mère, si elle en est pourvue, d'un DisplayPort, d'un HDMI, d'un DVI, d'un VGA, on sait jamais, s'il y a peut-être des cartes mères qui ont décidé d'en mettre, voilà, et ça fonctionnera, vous aurez un affichage. À l'inverse, un F n'aura pas d'APU graphique. Voilà. Comme le 5600X qui lui n'en a pas, il faut prendre un 5600G si vous voulez quelque chose avec un APU graphique. On va peut-être reparler un peu de la 12e génération et de son architecture avec des cœurs performance, des cœurs efficientes, une consommation réduite, des performances améliorées. Ouais, on se calme, il y a une nouvelle architecture hybride avec des cœurs performance qui sont un peu des gros cœurs et des cœurs efficients qui étaient des petits cœurs un peu moins performants de 10e génération non hyper tradés. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros là je suis en train de vous prendre le chou, mais en gros demain vous jouez, streamez en même temps, boum, séparation, cœur efficient va gérer le stream, cœur performance va gérer le jeu. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, un peu comme une architecture ARM. Maintenant ça commence à se mettre doucement en place, c'est aussi le chemin qu'a décidé de prendre Intel avec leur CPU, et pour le coup ça marche plutôt pas trop mal. Par contre, justement, les versions 12400 ne sont pas pourvues de cœurs efficientes. Et là, vous êtes en train de vous dire « Oh !» Mais au final, vous allez vite vous rendre compte que l'IPC, le fameux mot que je vous dis à chaque fois, vous savez, instruction par cycle, a augmenté énormément avec la 12e génération. Faut se rendre compte que par rapport à un cœur de 10e génération, on a genre 25 ou 30%, je sais plus, ou 28%, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un bond en avant qui est quand même assez énorme par rapport à la 10e et même à la 11e génération. On parle quand même d'un 20% gagné, c'est quand même pas rien. Mais au final, est-ce que ce gain d'IPC, cette nouvelle architecture Intel, va réussir à battre le challenger de 2 ans, le 5600X, qui est quasiment imbattable au rapport performance-prix, donc dans le gaming et aussi dans tout ce qui est applicatif. Mais malgré tout, avec ces architectures, il y avait un truc qui ressort à chaque fois qu'on fait une vidéo sur les processeurs, c'est la consommation. Et il y en a beaucoup qui ont sorti des vidéos sur le 12900K en mode « Oui, ça chauffe, oui, attention, ça consomme, oui, attention ». On connaît, j'avais fait la vidéo dessus, je vous avais expliqué qu'en gaming, finalement, ça chauffait moins qu'un 5950X, qui avait finalement quasiment le même nombre de cœurs, que au final, dans le gaming, c'était pas forcément ce qu'on pensait avec le 5950X, mais à l'inverse, en rendu, le 12900K allait consommer en moyenne 80-90 watts de plus, donc allait forcément chauffer plus que le 5950X. Mais derrière ça, forcément, les petits malins, ils sont arrivés en mode du coup, les CPU Intel, ça chauffe, hein, on sait tous que c'est tous des fours. Bah ouais, mais non. Et au final, non, puisqu'Intel utilise déjà le même procédé que pour le 12900K, ça veut dire un IHS, donc ça c'est la partie en cuivre, la partie métallique qu'il y a sur votre CPU ou sur le dessus, qui est beaucoup plus fine et qui est soudée apparemment plus finement, qui permet un meilleur transfert de chaleur. Mais derrière ça, il n'y a pas que tout ceci qui joue, c'est vraiment la consommation de ces CPU est bien moins haute que celle-ci, même en rendu. Et au final, pour des performances plus ou moins équivalentes. Donc là, il faut quand même se rendre compte que ce CPU va plus ou moins consommer 70 à 80 watts. Moi, c'était des relevés à 77 watts faits au wattmètre. Et de ce côté-là, on a plus du 100, 110, 115, en fonction de ce que décide la carte mère LPBO, parfois même 120 watts. Et au final, entre ce CPU et ce CPU, rendu à 100% sur du Cinebench, quand vous l'utilisez pour Premiere Pro, il va vous consommer plus et chauffer plus que finalement ce CPU pour plus ou moins le même résultat, mais encore une fois, on va en reparler
juste après. Bon, maintenant que je vous ai hypé un peu du côté du gaming et je vous ai aussi un peu hypé du côté du montage, du streaming et de tout ce qui est applicatif avec ce CPU, ben je vous propose qu'on parle un peu de la configuration de test. Parce que oui, j'étais sur cette B660, donc avec de la DDR5, et ça c'est le grand changement qui s'est passé au courant mars-avril. J'ai reçu un kit de DDR5 qui est bien plus performant que ce que j'utilisais avant. Vous vous souvenez, avant c'était de la 5200 C40, ce n'était pas possible. Maintenant on en a de la 6400 de chez G-Skill en C32, donc au terme de performance on a quand même gagné un petit up de FPS quasiment sur tous les CPU. Et là-dessus vous allez voir que j'ai refait finalement toutes les passes de tous les CPU qui me restent en possession. Donc le 12900K y est repassé, le 12600K y est passé aussi, le 5950X, le 5800, etc., etc. Je les ai tous refaits, histoire d'avoir des FPS justes et le plus juste possible pour tout le monde dans de meilleures conditions. Bon, et sinon côté refroidissement, on est toujours sur le hybrid cooling pour les deux CPU, la 6900 XT Founder comme d'habitude, et bon je pense qu'on a fait le tour. Trêve de bavardage, lancement des benchmarks en 1080p. Et nous revoilà les potes. Alors, comme vous avez pu le voir, la différence entre ces deux CPU est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Non, c'est pas vrai. La différence, elle est littéralement équivalente. Il n'y a strictement aucune différence en termes de gaming. Donc vous savez déjà à partir du moment de cette vidéo que si vous avez envie de sortir sur un 5600X, allez-y, si vous avez envie de partir sur un 12400, vous pouvez partir sur celui-ci. Mais vous allez comprendre pourquoi il est plus intéressant de partir sur le Intel que sur le AMD en fin de compte. Alors là du coup je vais prendre mon petit carnet, et déjà on va parler des consommations ainsi que des températures en gaming. Et bah oui, si je peux pas les différencier sur des FPS, on va essayer de les différencier au moins là-dessus. Et on peut très vite se rendre compte que le 12400 a un léger avantage de 10 watts en moyenne sur le 5600X, puisqu'on est entre 45 et 50 watts en gaming pour le 12400, comparativement à 50 et 60 watts pour le 5600X. Du côté des températures, on est plus ou moins équivalent, on est entre 40 et 50 degrés, on est entre 40 et 50 degrés. Alors on a des fois des petits boosts qui se passent sur le 5600X, bah c'est un peu logique vu qu'il y a le PBO et que le PBO sur les cartes mères ça fait un petit peu n'importe quoi, donc il n'est pas impossible d'un coup qu'on voit une petite pointe à 70 watts, mais bon ça redescend très vite sur le 5600X. Et ce qui nous donne en résultat en gaming pour ces deux CPU de 220 fps face à 220 fps. Donc là, on est en train de chipoter pour le 12400 qui, lui, au final, n'aura qu'une différence de 5 watts, allez, 10 watts, quand tout va bien se passer, et d'ici, 10 watts de plus avec peut-être une consommation un peu plus haute. Alors là, vous allez me dire, mais Jikfio, peut-être que la différence va se jouer parce que lui, le 5600X, il est fourni avec un ventirad. Oui, mais lui aussi. Donc au final, qu'est-ce qui va nous différencier l'un de l'autre? Et bien moi, je vous propose maintenant tout de suite qu'on enchaîne avec les benchmarks synthétiques,
synthétique. Trêve de bavardage, let's go! Bon les gars, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Parce que vous avez vu qu'en termes de synthétique, bah, c'est un peu kiff-kiff bourricot. Hein. D'un côté, dans certains rendus, bah, le 5600X il va être bien plus performant. De l'autre côté, le 12400, dans certains autres rendus, il va être plus performant. Alors, est-ce que ça va vraiment jouer quelque chose? Parce que ça se joue sur quelques secondes. Allez, hop, passons, on va dire que 1 point pour le 12400. Mais en réalité, c'est pas forcément là-dessus que je vais vous attirer l'œil. Et là, vous allez voir que vous allez devoir revenir en arrière dans les tests synthétiques parce que regardez bien les résultats en overclocking. Alors je vous ai teasé un petit peu dans la vidéo au tout début, je vous ai dit vous allez voir que la différence en overclocking, on va en discuter à un moment de cette vidéo. Le voilà, il arrive. Vous allez voir qu'en termes de performance, une fois overclocké, le 12400, c'est vachement moins rigolo. Hein. Et d'ailleurs, je vous en dirai pas beaucoup plus puisqu'une vidéo là-dessus arrivera. Encore une fois, dites-moi si elle vous intéresse avec l'hashtag overclocking dans les commentaires. Parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, une fois qu'on passe à l'overclocking de ce 12400, ça vient claquer même certains i9 de la génération précédente. Et même moi, heureusement, j'étais bien assis parce que je me suis dit, ah ouais. Donc je vous en dis pas plus, et puis si la vidéo vous intéresse, on fera ça en mode tuto overclocking et en même temps présentation de toutes les performances une fois qu'on l'a overclocké avec le 12100F. Bon, maintenant que j'ai refermé la parenthèse, voire même claqué la porte directement de l'overclocking entre le 5600X et le 12400, la seule petite différence, encore une fois, que vous allez voir entre ces deux CPU, allez, vraiment à l'œil ou au ressenti, ça va être la consommation. Ce CPU là, par contre, en rendu, comme je n'ai pu vous le dire, là c'est 110 à 120 watts, de l'autre côté ça va être 70 à 80 watts. Et au final, on en est bien content puisque le refroidissement fourni par Intel, qui est d'ailleurs fourni parce que c'est exactement le même dans les i3, i5 et i7, au final il va très bien faire son office et on n'a pas besoin d'upgrader sur quelque chose de plus solide si on fait pas d'overclocking, si on fait rien. C'est largement amplement suffisant. D'ailleurs Intel a fait des efforts là-dessus, on tient à noter que c'est quand même très appréciable. Donc là maintenant vous êtes en train de me dire, non mais Jikfio, tu te foutrais pas un peu de nous parce que là, oui, mettez sur une plateforme DDR5, etc. blablabla. Alors, et du coup, je vous invite à revoir la vidéo que j'avais fait avec Guillaume sur la DDR4 et la DDR5 qui devrait s'afficher là quelque part, où on avait fait les tests DDR4, DS, DDR5 pour se rendre compte qu'en gaming on avait une différence qui était quasiment nul en fait. L'intérêt finalement, elle n'est pas encore à l'heure actuelle présente pour la DDR5, hormis si vous faites un build vraiment ultra cher, vous comptez garder votre PC dans le long terme et investir tout de suite dans la DDR5. Donc déjà là, la DDR5 on peut la rayer. Donc moi j'ai fait une petite sélection entre par exemple une B550 TUF et un 5600X et un 12400 et une B560. Bon au final vous avez vite compris qu'on arrive à la conclusion de cette vidéo et que j'arrive pas à les différencier, donc j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas le like et puis à la prochaine. Hein. Non mais t'as vraiment cru que j'allais faire ça? Genre vraiment? Bien sûr que si, qu'il y a une différence, j'allais pas vous faire cette outro horrible en mode allez ciao les gars, y a pas de possibilité, puis faites ce que vous voulez. Non, bien entendu.
Bah bien sûr que non, qu'il y a une différence entre le 5600X et le 12400 en termes d'upgrade d'un PC. Alors bien entendu, si vous êtes sur un 5600X, vous êtes déjà sur la plateforme AM4, ben vous pouvez changer et partir sur un 5600, vous allez faire des économies, vous n'avez pas besoin de changer de carte mère, vous faites une mise à jour, ça se passera très bien. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les mises à jour dans les vidéos de ma chaîne, et voilà, ça se passera très bien. Partez sur un 5600X, pas besoin d'upgrade la carte mère. Par contre, si vous repartez sur un nouveau PC, non mais il faut pas partir du côté d'AM4 pour une seule et bonne raison, c'est l'upgrade par la suite. Mais du coup, je vous vois déjà arriver dans les commentaires là en mode non mais Geekfio, c'est pas bien ce que tu dis parce que AM4 ils ont fait les 1000, ils ont fait les 2000, ils ont fait les 3000, s'ils auraient pu, ils auraient fait les 7000. Non mais ça va les gars, stop. Oui, effectivement, AM4 a permis l'upgrade bien longtemps de notre configuration. Ça va, maintenant il faut la mettre doucement au repos, hein. AM4, on va changer de carte mère, on va changer de technologie. On n'a pas là forcément besoin de se prendre la tête du côté d'Intel, sachant qu'on peut encore partir sur de la DDR4 avec le 12400. Donc là, je vais vous prendre un exemple simple, hein. On va mettre deux bandes noires sur le côté et on va prendre donc les deux CPU. À l'heure actuelle, le 5600X, on le retrouve en moyenne, allez, entre 220 et 210 €. Donc je vais prendre le plus bas, c'est 210 €. Viens pas me faire le coup de oui, mais moi, je l'ai payé 130 € sur le bon coin. Je m'en fiche que tu l'aies payé 130 € toi personnellement sur le bon coin. Là, quelqu'un qui va aller acheter son CPU, il va le payer 210 €, tu vois. Donc à l'heure actuelle, en moyenne, ce CPU, c'est 210 € pour la moyenne des acheteurs. D'ailleurs, il a bien baissé et c'est vachement agréable, puisqu'il n'y a encore pas si longtemps, on le retrouvait à 250 et même 300 €. De ce côté-là, on a le 12400 qui est sorti à 210, 220 et qui a bien descendu déjà, qu'on retrouve pour la version F ou la version même classique à 180, des fois 170 €. Pour la parité, vu que là on a pris le moins, je vais même prendre le plus cher ici. Donc là, 210 et là, 180. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que même si on prend une B550 TUF qui à l'heure actuelle se retrouve dans les 150 €, hein, c'est à peu près la moyenne, et qu'on prend une B660 TUF, donc pour aller dans la même gamme et avoir le même genre de carte mère, et ben en DDR4, on se retrouve aussi sur du 180-190 €. Mais là, je me suis dit, même là, ça va pas vous convenir, parce que vous allez me dire, mais on n'a pas besoin d'une carte mère TUF, enfin, Geekfio, là, tu es juste sponsor par Asus. Bon, alors du coup, j'ai été chercher une carte mère encore un peu plus entrée de gamme, et on a tapé dans de la Gaming X. À l'heure actuelle, une B660 Gaming X pour un 12400, par rapport à une Gaming X V2 de chez Gigabyte pour le 5600, on est à 120-130 € la carte mère, et de l'autre côté, on a 150 € la carte mère. Mais même là, vous allez vite comprendre que pour le 12400, c'est plus intéressant, puisqu'on est à 330 € en moyenne, de l'autre côté, on est à 340 €. Mais là, tu es en train de te dire, ouais, mais Geekfio, tu es en train de chipoter pour 10 €. Mais là, vient justement toute la différence, parce que si tu prends une bonne carte mère, genre la TUF que je viens de présenter, et tu vas pouvoir passer sur des CPU bien plus gros. Alors là, tu vas me dire, oui, mais attends, tu peux aussi mettre un 5950X. Oui, de cette génération-là. Mais la B660 sont déjà confirmées avec une mise à jour BIOS qui va prendre en charge les 13000. Donc si demain, tu as envie de mettre un 13900K, imaginons, il sera sûrement possible de le mettre sur ta B660. Donc l'intérêt de prendre cette génération de carte mère, elle est intéressante maintenant, puisque là-dessus, tu pourras jamais mettre qu'un 5950X, ou alors tu vas me dire, ouais, je pourrais aussi mettre un 5800X 3D. Mais tu le payeras même 3 fois le prix aussi du CPU là, hein, donc il faut aussi le contrebalancer. Donc à l'heure actuelle, à mon sens, il est bien plus intéressant en termes d'upgrade et de réflexion de partir sur un 12400 et une B660 en vue d'un upgrade éventuel dans 3, 4, 5 ans, plutôt que de partir sur un CPU à l'heure actuelle sur une plateforme qui est en fin de vie et où on va bientôt passer à l'AM5. Du moment où la M5 sera sortie, je pense que j'aurai un autre discours et où je dirai la M5 est bien plus intéressant, durera peut-être plus longtemps dans le temps et les CPU 7000 sont bien plus intéressants. Alors maintenant, avant de conclure la vidéo, j'ai aussi vu pas mal de gens qui me demandaient des cartes mères à chaque fois avec les CPU dans les vidéos, donc j'ai décidé de prendre un petit peu de temps et de choisir aussi des cartes mères qui iraient bien avec ce CPU. Alors je vais essayer de les classer par entrée de gamme et monter un peu plus haut. Donc on a d'abord la B660 Gaming X que je disais juste avant, elle va être parfaite pour ce genre de CPU. Pas besoin d'aller taper plus haut, mais dites-vous que c'est pas la meilleure carte mère et que demain si vous voulez mettre un 12900K dessus, ça risque de chauffer un petit peu au niveau des VRM quoi. Donc il faut quand même faire attention à son refroidissement et le flux d'air qu'il va avoir à l'intérieur du boîtier parce que sinon ça risque de chauffer un petit poil. On a aussi la B660 TUF que je vous disais juste avant, ça c'est le bon milieu de gamme entre toutes les gammes. D'ailleurs c'était aussi le cas
hein, pour le 5600X, la carte mère m'avait ultra convaincu. On la retrouvait même à un certain moment entre 100, 110, 120 euros, c'était ultra intéressant. Donc si vous voulez partir sur ce genre de carte mère, B669, ça fera très amplement le café. En avant-dernier, il y a la B660 Mortar ou Tomahawk si vous voulez vraiment une version ATX et pas une micro ATX. Là, vous allez partir sur du très haut de gamme en B660, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Et là-dessus, vous pourrez tout faire. Et enfin arrivera la B660 Gaming F ou la B660 Gaming G. La G est en micro ATX, c'est quasiment la même carte mère au final, sauf que elle est un peu réduite en taille. Hein. Mais il n'y aura pas de grande différence avec ces deux cartes mères, et ces cartes mères disposent de l'overclocking pour ces CPU. Donc vous pouvez aller les overclocker et vous allez voir que en termes de performance, c'est plutôt assez intéressant. D'ailleurs sur ces cartes mères, vous pouvez tout mettre, 12900K, ça passera très amplement, il n'y a pas besoin de se stresser. J'ai pu faire d'ailleurs des tests avec pendant un petit problème avec mon Apex, ça n'a pas posé de soucis. Juste le petit bémol avec les G ou les F, c'est qu'elles sont en DDR5, vu que c'est les cartes mères les plus haut de gamme, ils mettent de la DDR5, donc on risque de payer un petit peu plus cher. Alors ne vous inquiétez pas, maintenant on retrouve déjà, par exemple sur Amazon DE, là je vous l'affiche maintenant, on retrouve des Corsair en 5600 C36, qui est quand même bien plus intéressant que ce que je testais à l'époque, du 5200 C40, et on le retrouve à 180 euros, 190 euros pour du 32 Go. Alors oui, c'est pas l'affaire du siècle, on est toujours 60, peut-être 70 euros trop cher, mais comparativement au prix de sortie qui était quasiment de 500 euros, ça devient doucement intéressant, et d'ailleurs on y reviendra dans la vidéo overclocking. Bon, et maintenant qu'on arrive à la toute fin de la vidéo, c'est une petite partie que je voulais rajouter dans mes vidéos, parce qu'à chaque fois vous me posez la question, mais Geekfio, qu'est-ce que je fais avec ce CPU, avec quelle configuration je peux le mettre? Et au final je me suis dit, vous avez peut-être raison, pourquoi pas faire une config idéale à la fin de chaque vidéo où je teste un composant, genre une carte graphique, un CPU, etc. et de vous donner une liste de composants pour faire votre build à moindre coût, et ce qui est sûrement le plus intéressant à mon sens. Alors bien entendu, sur le processeur on partira sur le 12400 pour le coup le F, parce qu'on n'aura pas besoin de l'APU au final, puisqu'on aura une carte graphique dédiée, donc on le dégage, on n'a pas besoin. On retrouvera donc le CPU dans les alentours de 180 euros. On mettra une B660 Mortar, parce que moi j'aime bien avoir une bonne carte mère, on va pouvoir upgrade par la suite. Donc là on sera très large et on est plus dans les 190 euros. On pourra mettre un mag Core Liquid, donc ça c'est les 240 C. Alors moi personnellement je le mets parce que c'est plus pour le côté esthétique et encore une fois l'upgrade futur. Si vous avez acheté ce i5, peut-être que par la suite vous allez vous dire allez, j'ai envie de me mettre un 12900K, le 12900K pourra se faire refroidir par cet IO. Si vous ne voulez pas le mettre et vous voulez encore économiser 120 euros sur la configuration, vous pouvez utiliser le ventirad de base, ça marchera aussi. Du côté de la DDR4, on a mis les Vengeance Pro RS de chez Corsair en 3216, 16 Go, ça suffira très amplement et on est sur 78 euros. Un Crucial P2 de 1 Tera pour le stockage à 90 euros. Un TD 500 mèches de chez Cooler Master pour garder toujours le côté mèche, un bon airflow à l'intérieur du boîtier, le RGB, etc. puis le style. On se retrouve dans les alentours de 100 euros. Et pour terminer, la carte graphique, on peut mettre une 6750 XT, la Quick 319 par exemple, qu'on retrouve chez NRinfo avec Amazon à 569 euros. Ce qui nous fait une configuration parfaite pour faire de la 1440p 144 Hz, voire à l'attaquer bien plus haut, même attaquer de la 4K 60 pour environ 1300 euros. Et je pense que là on a une configuration quasiment parfaite. Sachant, comme je vous ai dit, qu'on peut encore gratter 120 euros avec le ventirad, là on se retrouverait plus dans les 1180-1200 euros, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, si vous recherchez cette configuration, elle se retrouve en bas dans la description. Bon du coup les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que c'était un peu compliqué à mettre en place parce que finalement ces CPU sont très proches d'être identiques et en termes de choix, c'est assez cornélien de sélectionner l'un ou l'autre. Au final, comme je vous l'ai dit, ce qui va vraiment être intéressant restera quand même l'upgrade futur. Mais bon, le 5600X reste quasiment invaincu pendant 2 ans et c'était quand même compliqué de venir s'attaquer à un best-seller de 2 ans parce que c'est rare qu'un CPU fasse aussi longtemps de vie au final en termes d'hardware dans nos configurations. Bon et voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oubliera pas le pouce bleu, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne, ça c'est vraiment important. D'activer la cloche bien entendu, de cliquer sur les notifications pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On n'oubliera pas le petit hashtag overclocking si vous voulez que je vous fasse la vidéo sur l'overclocking de ce CPU, avec le tuto, les explications et les résultats bien entendu. C'était Geekfio, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao ciao.